8h50 sur TV Finance et Boursorama pour l'interview d'entreprise. J'ai le plaisir de recevoir Judith Gressier. Bonjour Judith. Bonjour. Vous êtes la DG d'Onceo. Onceo recherche et développe des traitements médicamenteux contre le cancer. Alors quel est le mot exact pour vous définir? Biotech, biopharma, qu'est-ce qu'on dit? C'est une bonne question. Biotech, résolument biotech, puisque la spécificité et l'expertise de la société est vraiment de prendre un produit à un stade relativement précoce, donc avant les premières données chez l'homme ou tout au début des premières données chez l'homme, de prouver que ce produit et de mettre en place les éléments qui vont prouver que ce produit a une activité chez l'homme, et après on a vocation à les licencier, à les vendre pour générer des revenus. Donc résolument biotech. Alors vous travaillez sur des maladies rares, c'est un secteur de niche. Alors pourquoi traiter ces maladies rares? Comment sont-elles créatrices de croissance? Alors les maladies rares correspondent ou répondent à une définition épidémiologique de moins de 200 000 cas en Europe et 250 000 cas aux États-Unis, peu importe, et avec un besoin médical non couvert. Et c'est évidemment parce qu'il y a un besoin médical non couvert que ce sont des domaines de forte croissance aujourd'hui dans le marché du médicament d'un point de vue économique, et c'est aussi d'un point de vue, je dirais, sociétal, des maladies pour lesquelles il y a des besoins encore très importants, qui ne sont pas forcément les maladies qui vont être prioritaires en termes de recherche pour les gros laboratoires, puisque le nombre de patients est relativement limité. Et quel est le champ concurrentiel justement dans le secteur des biotech? Est-ce que chacune est spécialisée sur sa techno, sa maladie, ou est-ce que parfois il y a des partenariats quand même? Alors il y a des partenariats, tout existe. C'est vrai que les biotech ont tendance à être spécialisées dans un domaine, soit un domaine technique, technologique, un domaine de mécanisme d'action, parce que différents domaines peuvent demander des expertises complètement différentes, et finalement il y a peu de transversalité d'un domaine à l'autre, donc ça serait trop lourd. Donc c'est vrai que les biotech ont tendance à être un peu hyper spécialisées, néanmoins on trouve forcément des champs d'application d'un sujet à un autre, et c'est avec ça qu'on arrive à créer pas mal de partenariats, soit public-privé, soit avec d'autres sociétés privées. Alors l'entreprise a été fondée en 1997, vous êtes donc une des plus anciennes bibliothèques françaises, mais ces dernières années vous avez opéré des opérations de croissance externe, une fusion et une acquisition. Quelle est la stratégie sous-jacente? Alors en fait disons que la stratégie d'acquisition a été une stratégie mise en place parce qu'on a complètement transformé l'entreprise. On est passé de biopharma à biotech, pour reprendre votre première question. On a complètement modifié le domaine de recherche sur lequel on avait spécialisé nos équipes et nos investissements, et aujourd'hui on n'est plus du tout dans les domaines sur lesquels on était historiquement pour la société. On a d'ailleurs vendu ces produits qui, encore une fois, ne faisaient plus partie de l'activité stratégique de l'entreprise, qui est donc maintenant beaucoup plus tournée sur les recherches autour de l'ADN dans des cancers très spécifiques, avec des technologies très spécifiques, et c'est ce qui nous amène à être cette biotech hyper spécialisée dans le domaine du ciblage de l'ADN. Justement, vous avez acheté DNA Therapeutics et vous avez récupéré en portefeuille un produit qui s'appelle Azinna, et vous misez beaucoup sur son mécanisme d'action. Alors, quoi est-il innovant? Alors c'est un mécanisme d'action tout à fait unique, effectivement, qui va inhiber la réparation de l'ADN tumoral. Les cellules tumorales, les cellules cancéreuses et les cellules en général, mais particulièrement les cellules cancéreuses, font appel à un système qui a une mécanique qui va aller réparer des cassures d'ADN qui empêcheraient la cellule de continuer à se multiplier de manière normale et correcte. Et une cellule tumorale, la tumeur, pour grandir, les cellules se multiplient, et la cellule tumorale, elle est programmée pour se multiplier quoi qu'il arrive. Donc dès qu'elle est attaquée, dès que son ADN est attaqué par un agent de chimiothérapie par exemple, par les rayons, par la radiothérapie, ou que l'ADN est abîmé parce qu'elle se réplique tellement vite qu'elle fait des erreurs, elle va faire appel à un mécanisme où elle va aller activer des enzymes qui viennent là où il y a les cassures d'ADN, qui viennent réparer ces cassures d'ADN, et la
la cellule peut reprendre sa multiplication ou poursuivre ses multiplications, entre guillemets, tranquillement. Ce que l'on fait, nous, c'est qu'on va aller reproduire ces signalisations de cassure d'ADN. On est comme un petit bout d'ADN qui, dans la cellule, va se comporter comme une cassure d'ADN, comme un ADN abîmé. Donc on va aller activer ces enzymes de réparation, mais on va les attirer vers Acidna, on va les attirer vers notre molécule. Elles sont donc plus disponibles pour aller réparer l'ADN tumoral, l'ADN de la cellule, qui va rester donc abîmé et qui du coup va néanmoins essayer de se répliquer. La cellule va continuer à se répliquer parce qu'elle est encore une fois programmée pour ça. Et au bout d'un moment, ça conduit à ce qu'on appelle la mort mitotique, la catastrophe mitotique, parce que la cellule explose, parce que se réparer avec un ADN abîmé, au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait unique et une des spécificités est qu'on ne dépend pas d'une cible particulière. On n'a pas à avoir une protéine particulière qu'on va cibler. Vous voyez bien que c'est un mécanisme assez universel et qui prend à son propre piège la cellule tumorale. Puisque la cellule tumorale, elle a besoin de réparer son ADN. On n'inhibe pas ce mécanisme-là. Au contraire, on l'active, mais on le détourne de son but réel, moyennant quoi la cellule tumorale est prise à son propre piège, puisqu'elle ne peut pas lutter. Et d'un point de vue création de valeur, qu'attendez-vous d'un tel produit? Quel sera le moment clé pour le CD? Alors le moment clé, c'est clairement lorsque on aura achevé la démonstration que ce produit est actif chez l'homme. Ça c'est le moment clé, ou le premier moment clé de création de valeur. Je ne parle pas pour le CD, je dis de création de valeur, où là on peut dire on a un médicament, quand on l'injecte par voie intraveineuse, il atteint la cellule, il rentre dans le noyau et il est actif, et il fait son job. On sait qu'on a un médicament. Il y a encore des étapes, mais au moins on sait qu'on a un médicament. Après, notre enjeu à nous, il est de démontrer tout le potentiel du produit en association, je parlais tout à l'heure de chimiothérapie, de radiothérapie, d'autres produits, peu importe, mais on sait que c'est un produit qui fait beaucoup de sens à être utilisé en association. Encore une fois, on utilise un produit qui abîme l'ADN et on utilise Acidna qui empêche l'ADN de se réparer. On comprend bien que l'association est tout à fait pertinente. Donc en association, c'est un produit qui peut aussi être utilisé en monothérapie, dans différents schémas thérapeutiques. Donc notre enjeu, il est de démontrer tout ce qu'on peut faire pour créer le maximum de valeur, pour optimiser la valeur sur ce produit. Et donc c'est probablement plutôt après ce qu'on appelle la phase 2 ou en phase 2 que ça sera le bon moment pour nous de licencier ce produit ou en tout cas de le monétiser. Et là, pour rappel, vous venez d'annoncer le début de la phase 1, qui est le début de l'expérience sur l'homme. Exactement. On avait déjà une première phase 1, mais qui avait été faite par voie intratumorale, donc directement dans la tumeur. Là, on fait une administration par voie intraveineuse, donc on va aller chercher des tumeurs, on va aller chercher une distribution, ce qu'on appelle systémique, du produit, et on prévoit, elle a commencé, on a des patients qui ont effectivement été traités maintenant, ou qui sont en cours de protocole, et on prévoit des premiers résultats avant la fin de l'année et probablement de pouvoir démarrer une étude de combinaison début d'année prochaine. C'est notre plan. Donc on va très vite et on est sur des horizons entre 12 et 18 mois. Et je crois savoir qu'en 2017, vous avez arrêté les recherches sur un médicament après justement le test de la phase 3, donc en phase très avancée. Comment on prend une telle décision et surtout comment on se remet de ces investissements perdus? Alors c'est une étape, je pense, capitale et très structurante pour une biotech. Ce n'est pas facile effectivement de gérer ça puisque les investissements ont été très importants, les attentes étaient très importantes sur ce produit de notre part et de la part évidemment de nos actionnaires et du marché, et la sanction est forcément sévère. Néanmoins, alors comment est-ce qu'on prend cette décision? On la prend de manière très rationnelle sur des données d'études de phase 3 qui ne permettaient pas, en tout cas d'estimer que continuer à investir sur ce produit était ce qui était le plus pertinent en termes d'investissement de notre capital. Notre sujet, il est assez clair, notre raisonnement est assez simple finalement. On a des moyens limités, donc si on
on a 100 € à investir, la question est quel est l'endroit où je l'investis pour que ça crée le plus de valeur pour mes actionnaires. C'est aussi simple que ça. Donc c'était clairement pas, enfin les données en tout cas qu'on a obtenues sur Livatag ne justifiaient pas de continuer l'investissement au détriment d'autres choses et notamment d'Acidna. Comment on s'en remet? On le prépare. On n'y croit pas mais on le prépare. Ça fait partie, je pense, du job aussi de gérer et d'anticiper les risques. C'est notamment la raison pour laquelle on a fait une augmentation de capital en juin dernier pour sécuriser un niveau de cash qui nous permettrait, si Livatag n'était pas positif et donc ne permettait pas de générer des revenus, de continuer, notamment sur Acidna, à poursuivre nos investissements. Donc c'est vraiment comme ça que ça se gère, ça se prépare. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment été capable de démontrer que, effectivement, ben, voilà, on avait recentré les équipes sur Acidna, on avait recentré nos activités, nos investissements sur ce produit, qu'on a évidemment, on a largement diminué équipe et investissement en conséquence, et qu'on avait un programme de développement parfaitement clair qui allait nous permettre de recréer de la valeur dans les prochains mois. Pour 2018, quel est ce programme de développement outre Acidna, quels autres produits Alors on a également Beleodac qui est un inhibiteur d'HDAC, qui est un produit issu donc de la fusion que nous avons opérée il y a 4-5 ans maintenant avec cette société danoise TopoTarget, qui est commercialisée aux États-Unis, donc qui génère déjà des revenus et pour lequel on développe aussi le produit dans d'autres indications, notamment avec une formulation orale. Donc ça c'est un produit sur lequel aussi on regarde pas mal de choses. Et puis les partenariats qui sont aussi des éléments sur lesquels aujourd'hui on travaille, aussi bien sur Acidna pour Beleodac ou sur autre chose, pour continuer à enrichir notre pipeline, pour continuer à préparer l'avenir, à enrichir nos équipes et à continuer à avoir toujours devant nous un vrai couloir de création de valeur et de milestone. Merci beaucoup Judith Gressiès. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la société Onxeo.